Bonjour à toutes et bonjour à tous. Série Mania 2026, des braqueurs au grand cœur et une livraison de pizza pas comme les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi, c'est Romain et à mes côtés, comme chaque semaine, je retrouve celui qui conduit plus vite que son ombre. Gauthier Jourgensen, journaliste cinéma et créateur du concept d'Originals. Ça va, Gauthier ? Ouais, ça va. En plus, moi, je suis connu pour conduire super lentement. Je suis vraiment un... Je suis la tortue de la route, moi. Je suis un gars très très prudent. Et nous sommes de nouveau aujourd'hui avec Johan Sardé, journaliste cinéma et séries indépendant, qu'on peut notamment lire chez Just Watch France. Bonjour Johan. Bonjour les amis. Alors Johan, tu n'es pas notre invité aujourd'hui. Non, il paraît. Il paraît que tu n'es pas notre invité, puisque nous avons le plaisir d'officialiser que tu es le nouveau membre de la Team Originals. Applause. Waouh. Essai, applause. Waouh. Waouh. Hey. Voilà. Ça ressemble un peu à Ocean's 14, tu vois, ils sont en train de préparer. C'est-à-dire les braqueurs étaient partis, puis on les re-rassemble au bout de quelques années. J'aime bien cette idée. Tu veux dire qu'à la fin de l'épisode, là, il y a des millions de dollars. Exact, des dollars. Et on partira en voiture avec Gauthier lentement. Mais lentement. Mais très lentement. Le meilleur casse du siècle. Si je peux vous dire en quelques mots comment ça s'est fait, c'est un peu... Là, je me sens un petit peu comme si j'étais l'entraîneur du FC Guignon et que j'en avais marre d'être en régional. Du coup, je suis allé voir Mbappé pour lui dire « Hey, tu voudrais pas jouer au foot dans mon équipe ? S'il te plaît. » Et puis il a fait « Ouais, ok. » Donc incroyable. Notre nouveau numéro 10 est là. Oh, c'est très Voilà. gentil. Mais si on était dans Ocean, je prends Clooney ou Brad Pitt. Matt Damon à la rigueur. Je vous laisse Don Cheadle, le vieux. Le vieux avec un bob. Le vieux avec un bob, tout ça, voilà. Moi, je veux bien être Elliot Gould, hein, ça me va. Johan, tu seras avec nous donc, dans chaque épisode de Originals ou quasiment tous. Et notamment, tu vas avoir à charge l'agenda, ça va devenir toi. Exactement, et en plus c'est un truc qui me fait bien marrer de tenir un agenda et d'essayer de vous partager ce qui nous tape dans l'œil chaque semaine. Alors, cette semaine, un gros plan sur Crime 101 ou 101, hein, pour prononcer-le comme vous voulez. Qu'est-ce que c'est ? C'est un gros thriller d'action un petit peu inspiré de Hit, de Michael Mann, mais avec des acteurs récents et notamment pas mal de monde qui vient du MCU. En suivant, on pourra retrouver Gauthier pour sa chronique Les pieds dans le plat. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Gauthier ? Je vais vous parler de ces films qui sortent directement sur les plateformes chez nous en France et qui passent pas par la case cinéma, et je trouve ça trop bizarre, quoi. Parce que ce film dont on va parler, qui s'appelle Crime 101 ou Crime 101, ça dépend de comment on veut le prononcer. Crimes C'est ça. En fait, il est sorti partout. Il est sorti sur plein de marchés au cinéma. C'est un film qui est fait pour être vu sur le grand écran. Et pour une raison que je ne m'explique pas beaucoup, il sort directement chez nous sur petit écran. Donc on parlera de ça. Très bien. En suivant, donc, Johan, tu nous feras l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Avec un petit chouchou. Je tease juste un chouchou. Est-ce que c'est celui avec les pizzas ? Ouais. Ouais. Ok. On verra. Il est question de pizza, ça a l'air complètement fou. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinématiseur. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. Canal+, écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Ah là là, ça vient de tomber. Alors là, c'est tombé partout à la fois. C'est tombé partout parce qu'on va vous parler de Série Mania 2026. Eh oui. Et oui, Série Mania, un des 2 festivals français dédiés aux séries télé, puisqu'on a aussi Cannes Series. Ouais. Série Mania, donc qui est à Lille, qui vient de se terminer cette année. C'était la 9e édition. Donc voilà, l'année prochaine, c'est les 10 ans. Déjà, et Série Mania a un palmarès, ou plutôt plusieurs palmarès, puisqu'il y a un palmarès international, un palmarès français, il y en a un 3e en plus, un peu spécial. Le jury était présidé cette année par le réalisateur et scénariste islandais Benedikt Erlingsson. Et la série qui a été sacrée, c'est une série polonaise qui s'appelle Proud, qui est produite par HBO Max, donc j'imagine qu'elle sera bientôt sur nos plateformes, en tout cas sous nos latitudes. Le Grand Prix de la compétition internationale, donc. Et Ignacy Lys, qui remporte également le prix du meilleur acteur. Donc c'est meilleur acteur, meilleure série pour cette série Proud sur HBO Max. Le prix de la meilleure actrice, lui, a été décerné à Amanda Jansson pour le thriller suédois My Brother. Évidemment, ce sont des séries qui ont été présentées pour la plupart en avant-première, ce qui fait que nous, on en parlera dans Originals d'ici quelques semaines et d'ici quelques mois peut-être. Il faudra voir. Juste un petit mot sur le festival quand même Série Mania, puisqu'on a une fréquentation en hausse.
Le festival a annoncé plus de 112 000 participants, ce qui fait quand même plus de 4 000 par rapport à l'an dernier, et 9 000 scolaires. C'est important. C'est un festival qui fait aussi un écho dans les établissements scolaires de la région, donc des Hauts-de-France. Et donc le festival confirme vraiment son ancrage très populaire et même dynamique du côté du forum. Alors le forum, c'est un truc où les spécialistes et les professionnels du monde des séries et de l'audiovisuel se retrouvent. On parle ici 5200 professionnels venus de 75 pays dans un contexte de networking, on va dire, international. Eh ben ça vient de tomber là aussi. mais qu'est-ce que c'est Mais ça vient de tomber juste là sur Disney+, figurez-vous, exactement sur Hulu. Et sur Hulu, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que on connaît, j'ai envie de dire la vérité est ici, on connaît les principaux acteurs qui vont jouer les rôles principaux, enfin les acteurs qui vont jouer les rôles principaux dans la suite des X-Files imaginée par Ryan Coogler. Vous le savez, hein, X-Files, c'était les années 90 avec Chris Carter, tout ça, avec notre cher David Duchovny, notre cher Gillian Anderson. Il y a eu au début des années 2000-2010 3 saisons qui ont été relancées avec eux, un peu vieillissants, avec toujours cet esprit de complotisme, mais tellement exacerbé par la réalité qu'on ne savait plus trop sur quel pied danser. Et là, c'est Ryan Coogler qui reprend les manettes pour faire une suite reboot, on ne sait pas encore trop. Et ce sera donc Himesh Patel et Daniel Deadwyler qui vont endosser le rôle des 2 principaux acteurs. Et attention, on a un pitch. Et le pitch va nous prouver qu'on n'est pas du tout dans la même configuration que ce qu'il y a eu à l'époque. Pourquoi ? Parce que cette fois, on va avoir droit à 2 agents du FBI hautement décorés, mais radicalement opposés, qui vont devoir faire équipe lorsqu'ils sont affectés à une division abandonnée depuis longtemps, spécialisée dans les phénomènes inexpliqués. Donc voilà, réouverture des X-Files normalement sur Disney+, d'ici je pense l'année prochaine, peut-être fin d'année, on n'a pas encore de date. Ça sent le legacy quel un peu comme on dit, c'est-à-dire à un moment donné, on va aller taper à la porte de Gillian Anderson en disant on comprend pas bien ce dossier, faut que tu nous aides. Elle a dit à quel point elle était fan de Ryan Coogler récemment. Ah non mais nous aussi on aime beaucoup Ryan Coogler. Après je sais pas en fait si la série a encore des choses à raconter aujourd'hui. Moi, je suis juste en train de me demander si c'est bien de rajouter une dose de complotisme dans l'ère actuelle, tu vois. Ouais. On va leur donner un peu plus de complotisme, comme ça ils seront contents. Mais par contre, ça s'inscrit quand même dans cette dynamique avec Obama qui a dit il n'y a pas très longtemps oui, les aliens, oui, ils existent, mais je ne les ai pas vus. Je crois que c'est Marco Rubio qui a dit qu'il rêvait d'aller sur la zone 51, tout ça. Donc en fait, il y a un vrai relan quand même et une vraie attention portée au sujet extraterrestre. Donc ça peut être intéressant dans cette dynamique-là. Beaucoup de gens haut placés de l'armée ou de la défense qui disent oui, on a eu des trucs. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont vieux et qu'ils veulent avoir un renouveau d'attention ou est-ce qu'ils ont vraiment vu des choses ? La vérité est ailleurs. Ouais. Oui, puis c'est toujours bien les contenus un peu complotistes des années 90, comme ça on voit The Matrix par exemple, la culture de The Matrix, que c'est devenu dans l'ère moderne, c'est très très bien, bravo. J'ai peur. Attention, ça vient de tomber là. Ah mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, encore un truc qui vient de tomber. C'est Mahershala Ali qui va affronter Mark Ruffalo. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Alors attention, évidemment, ce ne sera pas un duel. On ne parle pas du Mark Ruffalo en Hulk, on parle de Mark Ruffalo dans Task, la série HBO dont on avait parlé dans Originals il y a quelques épisodes. Donc une série criminelle sur HBO Max et donc l'arrivée d'un poids lourd au casting en la personne de Mahershala Ali. La saison 2, évidemment, qui rentre en pré-production. Le même créateur, c'est celui de Mare of Easttown aussi, c'est Brad Inglesby. On le rappelle, c'est celui qui aime bien avoir de l'écriture en millefeuille, avec beaucoup de couches, qui ont beaucoup de beurre. Ah oui. Lui, il aime bien les personnages compliqués. Compliqués. Et donc, Tom Brandis, donc Mark Ruffalo, prend la tête d'une nouvelle task force, d'où le nom de la série, Task. Mais plus l'enquête avance et plus les lignes deviennent floues, difficile de savoir qui est réellement la cible. Alors, évidemment, face à lui, Mahershala Ali avait incarné un autre personnage qui s'appelle Eddie Barnes, un agent chevronné de la DEA de Philadelphie. Et évidemment, l'équipe de l'un va entrer en collision frontale avec l'équipe de l'autre. Un affrontement qui promet de faire des étincelles. Je ne sais pas si étincelle. Moi, c'est pas le mot qui me vient en tête quand je pense à Task. Que je ne déteste pas, mais je m'étais dit,
6 heures pour raconter cette histoire, vraiment, les gars. Je suis un petit peu d'accord avec toi et je suis même surpris de voir qu'il y aura une saison 2. Ouais. On se demande, parfois, ça veut forcément dire que ça a eu du succès et de l'audience, quoi. Parfois, on est surpris de voir ce qui continue et ce qui ne continue pas, quoi. Mais il y a des showrunners comme Inglesby qui ont un peu pignon sur rue à Hollywood et qui peuvent, comme le monsieur qui est derrière toutes les saisons de American Horror quelque chose, ou Ouais, voilà, Ryan Murphy. Ryan Murphy, ils peuvent pitcher des trucs et on leur donne des crédits pour les faire. Alors des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Des fois ça prend peut-être la place d'autres trucs mieux, on sait pas trop, parce qu'il y en a beaucoup. Puis Ryan Murphy, j'ai l'impression qu'ils écoutent même plus le pitch, là. Ils font, ouais, tiens, prends du pognon, comme- vas-y. C'est comme Sheridan sur Paramount. Oui, c'est un peu ça, ouais. Mais par contre, c'est cool parce que le personnage de Mark Ruffalo, autant l'enquête m'avait pas passionné, autant la trajectoire du personnage et notamment ce qu'il traversait dans sa vie perso, dans Task, était vachement intéressant. Oui, puis il y avait des choses, hein. Ouais, Parce que dans tout ça, il a aussi un meilleur ami prêtre qui est incarné Ouais. par Isaac de Bancolé. et exactement. tout. Enfin, waouh. C'est dans cette série-là où il a son fils qui est en prison Oui, pour avoir tué absolument, il y a ça aussi. sa mère adoptive, donc pour avoir tué sa femme. Il a ses filles qui sont confrontées justement à cette espèce d'explosion familiale. Et donc voilà, la partie enquête était pas folle, mais la partie perso du personnage était assez prenante. Et puis Mark Ruffalo, on adore. On va en parler juste après d'ailleurs. Justement. Eh bien c'est tout oui pour les news et on passe tout de suite au gros plan de la semaine. Cette semaine, on parle de Crime 101 ou Crime 101 ou Crime 101 ou alors refais-le nous. Crimes innocentes. Voilà, superbe. En tout cas, c'est un film qu'on peut découvrir sur Prime Video depuis le 1er avril. Un film de 2h20, un thriller criminel qui est centré sur un braquage de haute précision dans le milieu des diamants, porté par un casting hollywoodien et une tension psychologique constante. Prenez une grande inspiration et expirez. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Ressentez le moment. Je mourrai pas pour une compagnie d'assurance. Dans le coffre, il y a de l'eau, servez-vous. Il vise les bijoux, le cash et les objets de grande valeur. Il sait exactement ce qu'il transporte et quand. Aucune trace d'ADN. Il agit en quelques secondes. Ton gars est intraçable. J'ai une proposition professionnelle pour vous. Ça fait 11 ans que vous travaillez pour la même boîte. Vous êtes vice-présidente alors que vous devriez être associé. Les objets de grande valeur que votre compagnie assure, je les fais disparaître. Donnez-moi votre téléphone. L'histoire, c'est quoi? C'est que dans le décor aride et ensoleillé de Los Angeles, le film raconte l'histoire d'un voleur de bijoux insaisissable, qui est joué par Chris Hemsworth, dont la série de braquages le long de l'autoroute 101, donc voilà pourquoi le titre, a déconcerté la police. Et lorsqu'il vise le coup du siècle, son chemin croise celui d'une coursière en assurance désabusée, qui est jouée par Halle Berry, et qui fait face à ses propres dilemmes. Convaincu d'avoir découvert un schéma récurrent, un détective acharné, Mark Ruffalo, se rapproche de lui, faisant monter les enjeux d'un cran. À l'approche du coup, la frontière entre le chasseur et la proie commence à s'estomper et tous trois sont confrontés à des choix décisifs pour leur vie et la prise de conscience qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Messieurs, vous avez vu ce film en avant-première. On parle d'un film quand même assez musclé. Pas mal de critiques le comparent dans son genre à Hit. Alors, est-ce que c'est à la hauteur du maître? De premier avis, comme ça, en une petite phrase. Alors, je dirais que c'est compliqué d'être à la hauteur de Hit, à part peut-être l'intro de Dark Knight, personne n'a réussi à égaler Hit. Par contre, c'est vraiment dans la même veine, c'est-à-dire c'est une sorte de Hit 1.5 et qui est très bien fait. Pour être tout à fait transparent, quand on a préparé cette émission, Gauthier a dit on ferait pas un truc sur Crime et en fait, pour moi, juste sur le papier, je me disais ça pue le direct ou vidéo quand même, on va pas faire 15 minutes là-dessus. Surtout pour ta première. Voilà. Et en fait, en découvrant le film, très très bonne surprise, parce que c'est vraiment un polar dans ce qu'il a dans le plus pur sens du terme. C'est un vrai polar noir américain que n'aurait pas renié Michael Mann. Ouais. Moi, ça m'avait fait penser à un truc plus récent qui s'appelait Triple Nine aussi, où il y avait Kate Winslet qui jouait une méchante mafieuse russe. Enfin, c'est vraiment un film policier, effectivement.
Moi, au départ, je croyais que c'était un film de braquage, un petit peu à la Ocean's 11. Non, il faut vraiment vous attendre à un film policier. C'est vraiment une enquête policière. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il y a une sorte de deuxième couche. Il y a un sous-texte sous le film policier qui est que c'est pas qu'une histoire de braqueur et de policier qui cherchent le braqueur et d'assureur qui va essayer de faire une arnaque et tout ça. C'est aussi ces trois portraits, c'est le portrait de trois personnages principaux qui ont tous leurs raisons et surtout qui sont trois personnages qui ont loupé leur vie parce qu'ils se sont enfermés dans un truc où ils avaient une certitude que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc il y a une assureuse qui est sûre de bien faire les choses, il y a un flic qui est sûr d'être du bon côté de la loi et il y a un braqueur qui est en gros sûr de sa méthode et sûr de gagner de l'argent comme ça. Donc ces trois personnages qui ne se sont pas remis en question et qui sont arrivés à un moment de leur vie où ils ont en gros entre 40 et 60 ans. Et tous les trois au même moment se demandent si ils n'ont pas merdé depuis le début et s'il ne serait pas temps de se réinventer. C'est même une question qui est posée littéralement au héros incarné par Chris Hemsworth à un moment. Il a un date, il a un rencard avec une jeune femme qui lui dit « Et si tu pouvais recommencer ta vie, est-ce que tu le ferais tout de suite ?» Et tout de suite, il répond « Bah oui, bien sûr ». Et elle dit « Bah moi, pas du tout, c'est pas si évident ça quand même. Enfin, il faudrait lâcher beaucoup de choses, quoi. » Et donc voilà, ces trois personnages qui sont arrivés à un moment de leur vie où ils ont envie de se réinventer et où ils ont peut-être l'opportunité de le faire. Et ça, j'aime bien. Je rappelle que c'est un film réalisé par Bart Layton. Et dedans, donc, Chris Hemsworth, Elle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Leigh-Race et Nick Nolte. Ouais. Voire même... On a l'impression qu'il a mangé des cailloux, il a une voix de plus en plus rocailleuse. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'il y a donc dans le casting que tu viens de citer, Nick Nolte, il a 2 scènes, je crois. Jennifer Jason Leigh a une scène. Ouais. Et en fait, c'est vraiment un casting all-star dont certains viennent juste jouer une toute petite partition. Et c'est souvent la marque alors, je vais peut-être pas dire grands films, mais au moins des bons films. Et c'est aussi agréable de voir tous ces gens qui ont joué des super-héros, parce qu'on a quand même, là c'est un peu le rassemblement, on a Thor, on a Hulk, on a Tornade, on a un des Éternels, on a le papa de Hulk, parce que Nick Nolte jouait le papa de Hulk dans la version de 2003, et en fait de les voir dans un environnement loin des costumes moulants et loin des super-pouvoirs et dans un environnement urbain, c'est vachement intéressant, et puis on se rend compte que c'est des super comédiens. Donc ça c'est très bien. Ouais. Alors pour vous, c'est une vraie modernisation du film de braquage ? Je sais pas si c'est très moderne. Au contraire, moi, je dirais que c'est un film à la facture assez classique. Je dis classique, je dis pas académique. On se dit pas, oh là là, qu'est-ce que c'est plan-plan et tout ça. Non, il y a même des moments dans le film, scénaristiquement, qui m'ont un peu surpris. S'il faut dire quelque chose pour dire du mal de ce film, on pourrait dire que 2h20, c'est peut-être un peu long. Mais enfin... Moi, j'ai pas senti de longueur, si tu veux, pendant le truc. Il n'y a pas un moment où je me disais, oh, ouais, si on pouvait faire avance rapide là sur ce truc-là, je m'ennuie. Je me suis juste dit, 2h20, c'est un vrai pari à mettre dans une journée quand même. Il faut prendre son temps pour regarder ça. Mais comme le disait très bien Johan, c'est un film qui est vraiment d'une grande ambition. C'est un film avec un très beau budget, qui est très bien produit, avec une très belle photo. On en parlait juste avant, la photo est sublime. En fait, ça s'ouvre sur un plan, c'est une autoroute filmée à l'envers. Ouais. Si je me souviens bien, et c'est presque un peu du collatéral mélangé avec le bleu de Heat. Ouais. Donc en fait, on a cette espèce d'une image un peu flair de Los Angeles à la Michael Mann, mais avec le côté bleu qu'on avait en 95 avec De Niro, Pacino, et tous les plans de la ville. Et c'est vrai que le pitch que tu donnais, qui est le pitch officiel, le pitch officiel, voilà, ils disent sous le soleil, ça se passe plutôt la nuit en fait. Ouais. Dans mon souvenir, c'est plutôt un film nocturne, et donc en fait, ça rappelle un peu Collatéral aussi. Et vraiment, j'ai trouvé ça moi très surprenant. Et moi qui aime bien les polars, alors c'est adapté d'un roman d'un monsieur qui s'appelle Don Winslow. Que je ne connais pas, mais je sais qu'il a été adoubé notamment par Michael Connelly, qui est un des papes du polar, par James Ellroy aussi. Et donc en fait, c'est vraiment un des grands monsieur du polar aujourd'hui aux États-Unis. Et de voir ces histoires mises en lumière, ça me donne envie de découvrir ce qu'il a écrit. Ce qui est assez cool aussi, c'est qu'il y a plein de petits clins d'œil à la culture du polar dans ces villes occidentales américaines. Il y a une Ford Mustang, il y a plein de passages où il cite Bullitt, Steve McQueen, sa filmographie et tout. Et à un moment, on arrive vers le milieu du film, je pense qu'elle est pile au milieu du film, à une scène de course-poursuite. Et c'est une scène de course-poursuite assez lofi,
mais c'est pas dérangeant que ce soit Lofi, si tu veux. On se dit pas, genre, c'est raté comme scène de course-poursuite. Non, c'est juste une petite course-poursuite à plus petite ampleur et qui a une résolution en plus qui est totalement bizarroïde, tu vois. Je me suis dit, tiens, elle finit comme ça, cette course-poursuite, c'est trop chelou, quoi. Donc non, il y a des vraies bonnes surprises, il y a des vrais trucs que t'as pas l'habitude de voir au cinéma. Est-ce que l'intrigue du film, l'intrigue du braquage, reste suffisamment lisible sans devenir prévisible ? En fait, le braquage, c'est même pas central. Comme disait Gauthier, c'est plutôt les trajectoires de 3 personnages qui, au départ, sont chacun sur leur propre autoroute. Et là, je renvoie à l'autoroute 100. Ah là là, le mec avait préparé son texte. Non, mais ils sont à un moment, un croisement dans leur vie. Et en fait, à un moment, ils sont à, comment on appelle ça, un échangeur. Et donc, non, mais en fait, voilà, La c'est poésie. comment ces destins qui devaient pas se rencontrent. Et en fait, les braquages sont pas tellement centraux. C'est-à-dire que c'est notamment un des moteurs qui fait vivre Chris Hemsworth. Et dans le cas de Mark Ruffalo, il doit arrêter le braqueur. Mais ça va vraiment pas au-delà de ça. Non, c'est même drôle parce que j'en parlais avec Johan avant qu'on enregistre. Le braquage initial, on le suit et à un moment dans le scénario, vers le milieu du film, on sent que les scénaristes s'en désintéressent, quoi, que finalement ils mettent un point final un petit peu inattendu à cette histoire de braquage. Et on va s'intéresser à un autre braquage en miroir qui arrivera à la fin, à la conclusion du film, et qui permettra à tous ces personnages à la fois de converger et puis de potentiellement prendre une autre route. Enfin, mais pour ça... Une autre route. Voilà, c'est ça. Est-ce que les personnages secondaires apportent une vraie valeur au récit ? Les personnages secondaires... Parce que là, tu me parles d'un trio, on a parlé de 2-3 personnages qui apparaissent juste une scène, il y a quand même Barry Keoghan ou des gens comme ça qui sont... Exactement. Voilà. En fait, je dirais que oui, parce que c'est la marque des grands comédiens, c'est que même s'ils ont 5 minutes à jouer, en fait, ils déboulent dans la scène, vous croyez tout de suite au personnage. Et je pense au personnage de Jennifer Jason Leigh, c'est dans une scène de diner, je crois qu'elle elle a vraiment 2 répliques. Hein. Ouais, mais en fait, tu te dis... C'est un divorce dramatique en 2 répliques. Voilà, c'est un divorce dramatique en 2 répliques, et en fait, il y a un plan... latéral avec Mark Ruffalo à gauche, elle à droite, et en fait on comprend le couple, leur histoire, que c'est fini, et en fait ça c'est la marque des grands comédiens. Et justement ce film a ça de très bien, à l'heure où on parle beaucoup des plateformes qui surexpliquent beaucoup leur intrigue, que là en fait ça prend pas le spectateur pour un abruti. Non, c'est C'est-à-dire vrai. qu'en fait tu chopes des moments de vie à certains moments et tu finis par accrocher les morceaux et à comprendre, et ça tient sur l'écriture et ça tient aussi sur des très bons comédiens. Et du coup, ce type de thriller un peu adulte, c'est une vraie tendance qui serait durable pour vous, pour les studios Amazon MGM ? C'est formidable, encore une fois, mais je vais pas spoiler ma chronique après, mais c'est inattendu de se dire que ça va directement sur une plateforme. Pourquoi on n'a pas découvert ce truc-là sur le grand écran ? C'est vraiment... On va y venir. Juste une dernière question. On conseille à qui ? Tous les amateurs de polar. Voilà, si vous avez aimé Hit, et si vous êtes en train de lire, comme c'est mon cas, Hit numéro 2, et en disant quand est-ce que Michael Mann va réaliser ce film, c'est un film qui permet vraiment de patienter et qui est tout sauf ridicule, parce que des fois, quand je sais pas s'il se revendique de Hit, mais nous, on va dire qu'on le revendique de Hit. En fait, on peut se manger un mur, et en fait, le truc tient vraiment la route. Et notamment, même si les scènes de poursuite sont pas au niveau même de Drive ou autre, mais il y a un petit côté Drive aussi. Dans la manière dont ce personnage un peu mutique, très préparé, contrôle ses trucs, a déjà sa place de parking réservée. C'est très millimétré, et donc en fait c'est très agréable à suivre. C'est un peu à la croisée de, effectivement, Hit, Collateral, Drive, Triple Nine. Et puis, je risque de faire grincer des dents à certaines personnes, mais dans les bons côtés du film, j'ai pensé un petit peu à Collision, ce truc qui avait eu l'Oscar du meilleur film en 2005 ou je sais pas trop quoi. Donc il y a encore une fois dans ce millefeuille et dans ce polar, il y a une couche de mélodrame, et c'est totalement assumé. C'est vraiment pas mal du tout, quoi. Ça rajoute de la saveur à ce truc-là. D'ailleurs, s'il y avait pas ça serait un film de braquage un peu froid avec Chris Hemsworth, quoi. Alors qu'avec cette saveur en plus, ça en fait vraiment un film très très particulier. Mais je racontais aussi que Nick Nolte, quand je l'ai vu à l'écran, j'étais tellement surpris que j'ai fait ce truc totalement irrationnel et débile d'aller vérifier sur Internet s'il était encore vivant.
alors que je l'avais sous les yeux, donc je pouvais savoir qui était encore vivant, mais voilà. Et juste, non, pour rajouter un dernier truc, parce que quand on parlait du casting, déjà, c'est très cool de revoir Ali Berry. Moi, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Et surtout, Ali Berry qui assume son âge. Et ça, c'est un truc intéressant du film aussi, parce qu'elle joue quelqu'un qui a 53 ans, qui attend désespérément une promotion depuis 11 ans, et où, en fait, son patron l'a fait un peu mariner. Et à un moment, il lui fait... donc, elle lui dit, ça serait bien que ça avance quand même. Il lui fait, hey, t'as 53 ans. Tu peux partir si tu veux, mais tu sais très bien que tu ne retrouveras pas de place. Et c'est un truc qui te parle aussi de l'âge des femmes et notamment à travers elles de l'âge des actrices. Et c'est aussi un point hyper intéressant, là où normalement, oui, on aurait eu une actrice de 20-25 ans, un peu bombinette et tout ça, là, de dire non, on prend Ali Berry qui assume sa cinquantaine. Ça raconte un truc, je trouve. Ça s'appelle Crime 101 en français. Voilà, Crime 101. Et c'est disponible depuis mercredi dernier sur Prime Video. Et Gauthier, justement, c'est disponible sur Prime Video et on n'a pas eu le plaisir d'aller le voir au cinéma. Et cette absence t'a donné envie de mettre les pieds dans le plat. Gauthier, vers où tu nous amènes cette semaine ? Ouais, on va dire les vrais trucs. Enfin, je sais pas si on va dire les vrais trucs, mais on va se poser les vraies questions, en tout cas, sur ces films qui ne trouvent pas le chemin des salles de cinéma françaises. C'est important, je vais vous dire surtout pourquoi, parce que nous, en France, on est une population un tout petit peu bizarroïde. On est des gens étranges, c'est-à-dire que notre rapport de Français au cinéma n'a rien à voir avec le rapport des Anglais au cinéma, avec le rapport des Espagnols au cinéma, des Italiens au cinéma, des Japonais au cinéma, etc. Nous, en France, on est des bêtes bizarres, on adore le cinéma. C'est un énorme kiff pour nous. Alors, je sais que parfois, on nous retransmet des chiffres qui sont un petit peu décevants, du style, la moyenne, c'est 5 fois au cinéma par Français. Mais déjà, 5 fois au cinéma par an, par Français, c'est énorme, en vrai, vu la population qu'on est. Dans cette population, je vous passe rapidement dessus, mais en gros, les spectateurs sont divisés en 3 tranches démographiques. La première, c'est les assidus qui vont 3 fois au cinéma par semaine, en gros. La deuxième, c'est les réguliers qui y vont 3 fois par mois. Et les occasionnels, c'est 3 fois par an. Voilà. Mais nous, le cinéma, c'est un gros délire dans nos vies, quoi. Alors, parfois, on vit toujours pas très proche d'un cinéma. Parfois, c'est à une demi-heure de bagnole et tout ça. Et bon, tout le monde n'a pas le même accès au cinéma. Mais quand tu sors un film en France, c'est un vrai truc, parce que sortir un film chez nous, sur nos écrans, ça a toujours du potentiel, toujours. On est un vrai marché. Par exemple, Disney, ils savent, pour leurs films d'animation, Disney Studios, que sortir en France, sur les écrans français, c'est un vrai délire, parce que c'est une part non négligeable de leurs recettes en bout de course. Donc, quand il y a des films comme ça, comme celui dont on vient de parler, Crime 101, Crime 101. Crime 101. Tu le dis de moins en moins bien. Très bon gag. Et que tu vois en tête d'affiche Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Nick Nolte et tout. Tu te dis, mais ce casting de fou pour un film policier qui a été financé pour un budget de 90 millions de dollars, pourquoi ça sort pas au cinéma chez nous, quoi ? Alors après, peut-être que tu y réfléchis à ce film et tu te dis, finalement, est-ce que ça a tant de potentiel que ça, même sur grand écran ? Parce que, ouais, cette hybridation d'un mélodrame et d'un polar avec des acteurs qui sont célèbres, mais pas forcément bankable non plus. Est-ce que ça mériterait qu'on en tire des copies, qu'on essaye de faire un plan marketing, parce que ça coûte de l'argent, des plans marketing et tout ça ? Je sais pas, moi, pour ces films-là, j'ai envie de dire que oui. Tu vois, l'an passé, par exemple, et il y a 2 ans, il y a 2 films avec Jason Statham qui sont pas allés en salle. The Beekeeper et Jason Statham font du ski. Un peu, ouais. Où il joue un ouvrier, ouais, tout ça. Je sais plus comment ça s'appelait. Bon, c'était un truc qui était sorti. The Working Man. The Working Man. Bah oui, en anglais, c'était The Working Man, mais il y avait un titre français, non, là, ce truc-là. Donc, il joue un syndicaliste vraiment pas content. Qui pète des gueules. Le plus important, à un moment, il tourne les pages du scénario. Jason, il fait quand est-ce que je pète des gueules ? C'est ça. Je veux bien être apiculteur ou syndicaliste, je m'en fous, mais je veux péter des gueules à un moment. Est-ce qu'il a des grosses moustaches de syndicaliste français Et bah, ces 2 films-là, alors qu'on sait que tous les films avec Jason Statham ont un potentiel
potentiel au cinéma en France. Ces 2 films-là sont pas sortis, ils sont sortis sur Prime Video tous les 2. Et vraiment, alors peut-être que Johan, toi qui as animé une émission consacrée au DTV pendant si longtemps, Direct to vidéo. direct ou vidéo, c'est ça, peut-être que toi t'as la clé. En fait, non, je pense que l'une des clés, tu viens de la donner, c'est vraiment un calcul financier, dans le sens où une sortie cinéma, oui, on s'en rend pas compte quand on est du côté des spectateurs, parce qu'on se dit, bah non, vous projetez un film et puis ça le fait. En fait, faut fabriquer ce qu'on appelle des DCP. On n'en est plus à la copie pellicule, mais en tout cas, les DCP, ça a un coût. Faire des affiches, faire une bande-annonce, organiser des projets presse, organiser potentiellement des interviews. Et en fait, tout ça, mis bout à bout, fait un budget qui sera, dans le cas de ces films qu'on pourrait dire du milieu, difficilement rentabilisé. Et vient s'ajouter à ça assez récemment, et je pense que ça fait écho à la question que tu posais, Romain, c'est qu'en fait, les plateformes ont de plus en plus d'intérêt aussi à monter en enchère sur des projets premium. Donc, comme disait Gauthier, je ne suis pas sûr que le film coûte en tant que tel 90 millions, mais par contre, il y a eu un jeu d'enchères entre les différentes plateformes, et c'est Amazon qui a fait un chèque de 90 millions pour dire « le film, il vient chez nous ». Et donc, en fait, le fait que les plateformes aient besoin de se nourrir au-delà de leurs originals, donc là, même si c'est une sorte d'originals puisqu'il arrive directement sur Prime Video. C'est un exclusif. Quoi. Voilà, c'est un exclusif. Voilà. En fait, je pense que ça ajoute Enfin, en tout cas, ça confirme, si déjà on avait des doutes sur le fait qu'il allait prendre de l'embranchement cinéma, de se dire non, en fait, on va le ramener vers du streaming parce que, en plus, il a plus de chances finalement de trouver un public sur ces plateformes en salle. Et alors justement, puisqu'il est sorti, je crois, aux États-Unis, il est sorti un peu partout en fait au cinéma, mais pas chez nous. Nous, on a cette capacité d'aller au cinéma très souvent et d'être un peu des cinéphiles, mais on a aussi la chronologie des médias. Est-ce que vous pensez pas peut-être que c'est toujours ce bras de fer entre les plateformes et voilà, en se disant si on le met au cinéma, dont ça coûte des sous, on vient de le dire, mais aussi on ne pourra pas l'exploiter sur la plateforme en France avant X mois, et peut-être que ça joue aussi dans la réflexion des... Parce que les 3 films que tu as cités, là, les 2 avec Statham et celui-là, c'est 3 films qui sont sur Prime Video, donc c'est la même maison qui a pris 3 fois cette décision-là. Oui, et sur le même moment du calendrier en plus, pour 3 fois des films qui sortent au mois de janvier et qui sortent chez nous fin mars, début avril, directement sur la plateforme. Donc il doit y avoir un peu de ça, je suis d'accord avec toi. Ils doivent se dire, on va les lancer en exclusif cinéma dans certains pays, et ensuite, dès que dans ces pays, ils seront chez eux disponibles sur les plateformes, on alignera la France sur les plateformes. Mais du coup, ça fait louper la case cinéma. C'est probablement un truc pour contourner, effectivement, ça s'expliquerait comme ça, contourner la chronologie des médias à la française. Ce qui est pour le coup pas très cool, parce que nous, on est là à parler de plateformes, on aime beaucoup les plateformes, mais on est aussi des cinéphiles, on aime beaucoup le cinéma. Et là, pour la première fois, j'avais un petit regret, un petit pincement à me dire, le format dans lequel je suis en train de le regarder est pas le bon format. C'est un film qui est fait pour être vu au cinéma, celui-là, quoi. C'est pas du tout, c'est le contraire de quand je me plains parce qu'on nous envoie voir Frankenstein et tout ça dans des salles de cinéma, alors que tu sais que le truc il est gaulé pour être vu sur ta télé, tu vois. Donc, là, c'est vraiment l'effet inverse. Et c'est d'autant plus dommage pour nous qui sommes vraiment le pays par excellence du cinéma, quoi. Et les DTV, donc on en parlait tout à l'heure, Johan, toi c'est vrai que t'es un spécialiste des DTV, c'est souvent quand même des nanars et des séries B, non ? Non, c'est l'image qu'on a. Ok. Parce qu'il y en a, hein. Évidemment, les Sharknado et compagnie, ça sort en DTV. Mais c'est un format que nous, on portait dans le temps avec Vincent Garnier, que j'embrasse au passage, sur Allociné. Et en fait, on avait inventé cette émission qui s'appelait Direct ou DVD, en fait, pour dire, en fait, il y a plein de petites pépites qui sortent directement dans les bacs, qui ne sont pas passées par la case cinéma pour des raisons notamment de public, pas forcément en adéquation ou de moyens. Et en fait, il y a des films hyper réussis. Moi, je me souviens, il y avait le film Breath avec comment il s'appelle, Andrew Garfield. Voilà, sur quelqu'un qui avait des problèmes de respiration. Je crois que c'était la première réalisation d'Andy Serkis. Oui. Ah oui. Et en fait, ça sort directement en vidéo. Et en fait, tous les mois, on en avait. Alors maintenant, avec l'arrivée des plateformes, ça s'est vraiment réduit parce que maintenant, ça va sur les plateformes. Mais à l'époque, en fait, les rayons DVD et ensuite Blu-ray étaient un vrai vivier de petites pépites.
notamment aussi ces fameux films qui gagnaient à Gérardmer ou à Sundance, et en fait ou à Deauville, et qu'en fait on voit jamais dans les salles de cinéma. En fait, vous les retrouvez en DTV. Donc en fait, moi, on s'est constamment battu contre cette idée de dire le DTV est un peu la poubelle du cinéma. Pas du tout. Il y a des super belles choses à voir. Merci à tous les deux. Je vous propose d'enchaîner directement avec les sorties de la semaine. Et c'est l'agenda. Et Johan, tiens, je te lance la patate. Hop, elle est chaude cette patate. Maintenant, c'est toi qui vas nous gérer l'agenda et tu nous parles des sorties comprises cette fois entre le 30 mars et le 5 avril qui ont retenu ton attention. C'est une première, j'ai trop hâte. Oui, et j'espère être à la hauteur, de vos attentes et de tout ce que tu as fait avant Menro. J'ai l'impression d'être le mauvais mec de l'équipe sur un sprint aux Jeux Olympiques. C'est vous qui avez fait tout le boulot et tu me donnes le témoin juste. Et c'est moi qui aurai la photo finish et la médaille. Et c'est dégueulasse. Bref, j'arrête cette métaphore complètement pétée pour vous dire que cette semaine, il y a la saison 3 de XO Kitty. Et je sais que vous l'attendez. Je ne sais pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Eh ben, je vais dire ce que c'est, parce que c'est une très bonne nouvelle et je ne suis pas moqueur, même si vous sentez un sourire dans ma voix, parce que j'aime bien cette série. C'est sur Netflix. C'est disponible depuis jeudi. Et en fait, XO Kitty, c'est le spin-off, on pourrait dire, une sorte de suite spin-off de la trilogie de films À tous les garçons que j'ai aimés. Jusque-là, je ne vous ai pas convaincu. C'est par l'autrice Jenny Han, qui est spécialiste de la teen romance et notamment des triangles amoureux, parce qu'il y a toujours des triangles amoureux dans ces histoires, et qui a fait aussi L'été où je suis devenue jolie, qui a été un vrai phénomène sur Prime Video. Et donc, en fait, elle avait fait avant ça sur Netflix une trilogie qui s'appelait À tous les garçons que j'ai aimés, où on suivait les pas d'une grande sœur qui a été lancée dans des histoires de lettres, de quiproquos amoureux. Bref, regardez-les, c'est plutôt sympa. Et elle avait une petite sœur qui était un personnage secondaire. Et un jour, elle s'est dit, tiens, mais on va raconter les aventures de la petite sœur. En fait, c'est ses premiers baisers, Hélène et les garçons. C'est exactement ça. Voilà. Et sauf que la petite sœur, elle part, parce qu'elles sont d'origine coréenne, elle décide d'aller en Corée sur les traces de sa mère, qui a eu un passé un peu mystérieux, et notamment dans l'université, je vais vous donner le nom, la Korea International School of Seoul. Et en fait, les initiales, ça fait Kiss. Ah, c'est pas trop bien, ça. C'est pas trop mignon. C'est pas trop mignon. Bah si, c'est mignon. Et donc, on suit ses aventures. Et en fait, là où la série, moi, m'avait bien plu, c'est que c'est un peu le chaînon manquant entre la teen rom-com et le K-drama. Et donc, en fait, c'est vraiment un espèce de pont entre les deux. K-drama, c'est donc, les drames coréens. Voilà, les dramas coréens qui ont beaucoup de succès. Et c'est vraiment une série qui a le pied dans les deux univers. Donc, c'est très pop, très rythmé, très marrant, très rafraîchissant. Et la jeune comédienne est vraiment très chouette. Elle s'appelle Anna Cathcart. Et donc là, elle vient en saison 3. Donc, il y a toujours des histoires de triangles amoureux, de passés mystérieux, de choses comme ça. Et la grande originalité de cette saison 3, je terminerai là-dessus, et ça va rendre fou les fans, et notamment Gauthier, qui est très fan, je le sais. Non, c'est pas vrai. Celle qui joue la grande sœur, Lana Condor, en fait, revient pour faire un caméo dans cette saison 3. Évidemment. Voilà, il y avait le papa qui était apparu dans la saison 1, le copain de la grande sœur qui était apparu dans la saison 2, Noah Centineo, le beau gosse, le BG. Et là, c'est la grande sœur qui déboule. Grande sœur que vous avez pu voir récemment dans Pirouette Fatale. Ce film magnifique dans lequel des ballerines trucident des mafieux au fin fond de la Bulgarie. Oui. De la Hongrie, je crois. C'est un film magnifique. C'est génial. J'ai vu ça ce week-end. On en avait parlé en sortie il y a quelques semaines. Et j'avais envie de parler aussi de Pirouette Fatale. Du coup, c'était le combo magique. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, il y aura, je crois, 8 épisodes, pardon. Et c'est un truc qui est très, très attendu par les fans, cette saison 3. Ça s'appelle donc XO Kitty. Saison 3. On enchaîne avec, je l'avais un peu teasé tout à l'heure, mon chouchou. Il y a de la pizza. Il y a de la pizza. Le titre, Pizza Movie. Rien que ça, moi, je regarde ce film. Pourquoi on attend ce film Pizza Movie ? Parce que c'est un stoner movie. Ah oui. Donc déjà, les stoner c'est quoi movies, un stoner movie, c'est les films qu'on regarde quand on est un peu dans un état pas tout à fait normal. Si possible en groupe, entre potes et tout ça. Genre de deuxième, troisième partie de soirée, en rentrant de soirée même. Avec diverses substances. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Après avoir consommé des trucs. Avec modération. Avec modération. Donc, dans les grands stoner movies, il y avait ce film qui s'appelait Emek et Léo Makès. Génie. Voilà. Je sais pas si ça a vieilli comme il faut. Je sais pas. À ton avis.
Mais en tout cas, là, c'est un film improbable. Il y a eu des films Harold et Kumar, Oui. il y a Ouais. eu Va te faire foutre Freddy. Voilà, tous ces films complètement improbables. Délire Express aussi. Et donc là, ça s'inscrit un peu dans cette lignée-là. Le pitch est absolument génial. Juste regardez la bande-annonce, mais je vais vous le faire. C'est 2 lycéens un petit peu maltraités par leurs collègues. Qui un jour ingère, je sais pas comment, mais une drogue expérimentale consommée avec modération, je le répète, et en fait qui a des effets complètement fous. C'est-à-dire qu'il voit la tête de l'autre exploser, il y a des trous dans le mur, des failles temporelles, machin, etc. Et il découvre que la seule manière d'arrêter les effets de la drogue, c'est de prendre une part de pizza. Seulement, pas de chance, la pizza est 2 étages plus bas dans le bâtiment. Et donc, tout le film va être basé sur cette aventure épique de devoir descendre 2 étages pour manger la part de pizza. Il y a un mélange entre Lucy et Everything Everywhere. Exactement. All at Once. Et ouais, ça fait un peu penser à ça. Voilà, donc, on dirait un peu Everything Everywhere mélangé avec du stoner movie. Ça a l'air complètement déglingo. Il y a notamment Gaten Matarazzo, l'un des gamins de Stranger Things. Et il y a aussi, comment il s'appelle, Daniel Radcliffe qui jouera la voix d'un papillon qui va les guider dans leur voyage. Rien qu'en disant cette phrase, je suis content. Et c'est porté par un tandem qui se... Donc, alors, je vais vous donner leur nom. Hein, Brian McElhenney et Nick Kocher, mais ils se font appeler Britannique. Si vous les connaissez sur les réseaux, et en fait ils viennent du SNL notamment, et c'est les rois de l'absurde. Voilà, ils sont vraiment considérés comme des gens qui peuvent partir juste d'une idée, genre tiens, il y a un paquet de bonbons sur la table, et en faire une histoire complètement lunaire. Pizza Movie, ça part vraiment de ce principe-là, et c'est leur premier film, et on a vraiment hâte, quoi. C'est Non, sur mais- Disney+. Les choix de carrière de Daniel Radcliffe. Tout à fait. Le- Qu'est-ce qui t'a amené à jouer un papillon dans un stoner movie? C'est ça. Voilà. T'imagines le producteur qui dit alors on a un film pour toi, ça serait jouer La Fée Clochette, mais pas tout à fait. Ouais, go, je prends. Et donc c'est disponible sur Disney+ depuis vendredi, 1h32. Amusez-vous, amusons-nous, ça va être cool. Retour sur Netflix. Depuis vendredi est disponible Au-delà des mots, Feel My Voice. Non abbiamo bisogno di parole. Attends, c'est 3 trucs différents. C'est le même film. Ah. Derrière ce titre se cache le remake italien de La Famille Bélier. Ah, Ah, ouais. génial. Non abbiamo bisogno di parole. Bah oui, Alors, bien sûr. on en avait besoin de ce remake. Donc, pour rappeler un peu l'idée, c'est l'histoire d'une jeune femme qui adore le chant, qui vit dans une famille où tout le monde est sourd et malentendant, et qui, comment elle va réussir à concilier à la fois sa vie de jeune femme et de jeune artiste, tout en aidant sa famille, dont elle est devenue la voix. C'est porté notamment par Sarah Toscano, qu'on ne connaît pas ici, mais qui est un peu la gagnante de la Starac italienne, D'accord. et qui succède notamment à Louane, mais aussi à Emilia Jones, puisque on rappelle Coda. que La Famille Bélier avait eu Coda, Oui. le remake, qui avait quand même gagné l'Oscar du Du meilleur film, ouais. Voilà, de manière un petit peu improbable. Et il existe d'autres remakes. Un remake chinois qui s'appelle Diyuyiwa. Et aussi un remake tamoul qui s'appelle Vanan Kotatum. Et ça, j'adore. Et il y a un remake espagnol qui est en préparation. C'est complètement fou. Non mais c'est juste pour La Famille Bélier. Enfin, Ouais, qui est sympatoche, tu vois. Ouais, c'est pas la... exactement. Mais bon. Alors, moi j'ai bien aimé regarder Coda, mais là, le remake tamoul, j'avoue que c'est ce soir, hein, ce soir en rentrant. Eh bien, note bien ce nom, Vanam Kotatum. Voilà. Et je te souhaite une très bonne soirée. Et voilà. Histoire de vous placer une dernière anecdote, celle qui joue la prof de chant, parce qu'il y a toujours une prof de chant qui va être un peu le mentor et l'accompagnatrice, elle s'appelle Serena Rossi. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est la voix de Elsa dans la version italienne de La Reine des Neiges. Et donc une voix. Et donc une voix. Donc Voilà. une voix. Faites ce que vous voulez de cette info. Qui dit La Reine des Neiges dit animé. Qui dit animé dit une transition toute pétée vers un animé qui est disponible sur Prime Video depuis dimanche. Ça s'appelle Nippon Sangoku, aucun rapport avec Dragon Ball. The Three Nations of the Crimson Sun. Tu t'as fait exprès de faire que des titres hyper longs. Non, voilà, les hasards du calendrier. Donc 12 épisodes pour une adaptation très très attendue du manga de Ika Matsuki, que vous pouvez découvrir en France chez Akata Édition sous le titre Les Nations du Soleil Sanglant. Pour résumer, c'est un peu la rencontre entre Fallout, Les Trois Royaumes, un peu avec de l'attaque des titans, mais sans titans. En gros, c'est une dystopie dans laquelle... L'attaque des. Voilà, l'attaque voilà. Ou titan. Donc ça se passe, c'est une dystopie dans un futur proche où le Japon s'est fragmenté en 3 nations qui se combattent les unes les autres et un héros
qui n'a pas spécialement de pouvoir ni de force particulière, mais qui a un grand sens de l'éloquence et une immense stratégie politique, se met en tête de réunifier tout ce joli monde. Et donc, c'est un héros qui va briller par son art de la parole et vraiment de la stratégie politique. Et ça a l'air moi qui ne suis pas très, très animé, le pitch me plaît bien. C'est porté par les studios Kafka, qui sont des tout jeunes studios qui, alors, si vous suivez les animés, ont fait The Ancient Magus Bride. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je vous le dis. Et notamment le Chara Design, donc le design des personnages, a été fait par Takahiko Abiru, qui avait fait Vinland Saga et notamment la saison finale de l'Attaque des Titans. Donc, autant dire que c'est pas dégueulasse. Il y a des gens derrière. Il y a des gens derrière. Je termine ce tour des news pour vous parler sport. Vous dites, le gars, c'est Goré de podcast. Non, non. Et non. Pourquoi ? Parce que dans la nuit de dimanche à lundi, au moment où vous écouterez ce podcast, vous n'arrivez pas à dormir. Vous dites, tiens, je vais allumer Disney+. Qu'est-ce qu'il y a sur Disney+? Il y a un match de NHL entre les Washington Capitals et les New York Rangers. Jusque-là, le gars, c'est toujours Goré de podcast. Mais en fait, il y a un lien. C'est que pour la première fois, ils vont appliquer un filtre IA qui, en temps réel, va transformer les joueurs de NHL en personnages de vice-versa. Mais non. De vice-versa. Vice-versa de chez Pixar. J'ai cru que tu allais me dire ils vont se transformer en super-héros, en personnages de vice-versa. Donc en fait, le match va se passer dans la tête de Riley, donc sa fameuse île du hockey sur glace. Et donc en fait, c'est des vrais joueurs qui vont servir de capteurs. Je crois qu'ils ont des capteurs dans le palais, dans les crosses et dans les combinaisons. Et en fait, c'est capté par des centaines de caméras et qui retranscrivent en temps réel un vrai match en cartoon. Alors, j'entends ce que tu dis, Johan. Je dis pas que je suis pour. J'ai envie de te demander pourquoi. Alors, je n'ai pas la réponse à cette question, si ce n'est que ça s'inscrit dans une suite de tests un petit peu que fait Disney en association avec la NHL. Ouais. Et je crois qu'ils l'ont fait aussi avec la NFL, en tout cas pour donner des rendez-vous sportifs un peu plus familiaux. Okay. Et vous pouvez évidemment voir le match en mode normal, mais vous pouvez aussi passer avec ce filtre pixarisé qui doit être très, très, très étonnant et qui doit avoir un bilan carbone absolument magnifique qui va faire fondre la patinoire. On est très content. Non mais t'imagines la transposition qu'on peut faire avec ça en se disant voilà la Coupe du Monde de foot mais version Olivier Tom. Ça peut être fou. Ça, tu vois, on signe pour ça. Il y a un public. On signe pour ça, exactement. Mais les gars, si c'est possible, moi je veux voir la Coupe du Monde de foot, mais version Sharknado, tu vois. Enfin, j'ai envie d'imaginer tout et n'importe quoi, des trucs les plus débiles possibles, tu vois. Oui, mais là, ça reste. Enfin, je veux dire, dans Vice Versa, il y avait déjà ce truc du hockey. Donc ça arrive pas tout d'un coup. Donc il y a une filiation, même si il faut aller la chercher. Ouais, mais c'est juste pour dire que Olivier Tom sur la Coupe du Monde, c'est l'idée numéro 1 que tu peux avoir. Mais l'idée numéro 79, elle peut être géniale, tu vois. Oui, non mais. Je sens, vous êtes emballé par ce projet, finalement. On va écrire à Disney pour leur soumettre des idées. Il n'y a que le bilan carbone, ok. Exactement, il faut qu'on arrive à... Et sinon, en vrac. Ah oui. Parce que tu m'avais dit, il faut prévoir une rubrique en vrac. On peut rajouter du vrac quand il y a plein de trucs qui sortent. Il y a des choses très sympas. Sur Apple, vous avez la saison 2 de Vrais voisins, faux amis. Mélange entre Mad Men et Desperate Housewives avec John Hamm, Amanda Pitt, Olivia Munn et James Marsden qui rejoint cette saison 2. Joli casting. Joli casting. On avait failli en parler la première saison. Il y avait eu autre chose en face. Et oui. Ouais, peut-être en saison 3. Peut-être. On verra. On croise les doigts. On roule les dés. Hop, allez. Vous avez également sur Netflix un film dont le titre me plaît bien. Mange pris à bois. Variation satirique sur la quête du bonheur à travers une retraite canine à la montagne. Et ça a l'air assez incroyable. C'est un film allemand-suisse, suisse-allemand, je sais pas bien. Mais et vraiment, c'est pas qu'une traduction française. C'est vraiment Eat, Pray, Bark. Voilà, en anglais. Donc c'est vraiment ça. Donc je suis très curieux et je sens que rien que par son titre, ce film a un petit potentiel. Vous avez aussi sur Netflix cette semaine la saison 2 de Les Clans de la Coke qui vient d'Espagne et La Traque dans le sang qui vient de Corée du Sud. Et enfin sur Disney+, pour terminer cette sélection, Les Secrets des abeilles. Donc c'est un documentaire National Geographic qui utilise des techniques absolument inédites et révolutionnaires pour filmer l'intérieur des ruches. Et vous avez un film qui s'appelle Dear Killer Nannies, qui était justement à Série Mania dont tu parlais tout à l'heure, et qui raconte le destin de Pablo Escobar, mais vu à travers les yeux de son fils, qui n'a pas du tout envie d'être emmené dans cet univers de violence. Donc c'est un peu un pas de côté par rapport à Narcos notamment. Donc ça peut être assez intéressant. Et s'il était sélectionné en festival, c'est que c'est pas dégueu. Donc c'est à voir sur Disney+. Merci beaucoup, Johan.
Attendez, c'était la première de Johan quand Et même, et j'ai oui. envie de faire. Bravo. 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 Merci C'était beaucoup, fou. Johan. C'est tout pour les sorties. Et c'était dense, c'était complet, c'était un tour d'horizon. C'était dodu. C'était dodu. Oui. Il y avait de tout. Et de la pizza, du hockey sur glace. C'est d'ailleurs là-dessus que va s'achever notre émission. C'était donc Original saison 2, épisode 30. On remercie bien sûr notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien, Oui, merci les copains. ainsi que Magic Andou au montage. Merci Andou, tu fais toujours un travail absolument irréprochable. On t'adore. Cœur avec les doigts, mais même si tu les vois pas. Et on se retrouve quant à nous vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animés et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye À bye. bientôt.